mes chers amis. Merci. Mes chers amis, si vous le permettez, je vais essayer de vous parler le plus franchement possible. S'il y a bien un point sur lequel je n'ai pas changé, c'est celui-ci. D'abord, vous voir si nombreux, si enthousiastes, si amicaux à mon endroit, je n'ai pas d'autre mot que celui de dire que ça me bouleverse et qu'au fond, je me demande pourquoi j'y réfléchis si longtemps. Parce qu'à l'évidence, ma place, elle est parmi vous. Et vous savez, quand j'ai commencé il y a bien longtemps, j'ai commencé en étant un simple militant. Je n'ai pas commencé en étant dans un cabinet ministériel, je n'ai pas commencé en faisant des écoles que je n'ai jamais faites, je veux dire l'ENA. J'étais quelque part au fond. J'avais 20 ans, on m'avait gardé une place tout au fond, enfin d'ailleurs on ne me l'avait pas gardée, il avait déjà fallu que je la prenne. Une longue série de places que j'ai prises ensuite. Et finalement, je dois tout aux militants, à ma famille politique, à mon pays, car ce petit militant de 20 ans, en 1975, a pu devenir président de la République, de la 5e puissance du monde. C'est vraiment que tout est possible dans notre pays. Et s'il y a un jeune de 20 ans au fond de la salle, regarde, tout est possible. Les 2 années que nous venons de vivre, et mon ami, parce que c'est mon ami Jean-Claude qui m'a toujours soutenu, même quand c'était difficile. Je me souviens, quand je suis devenu président de l'UMP la première fois, on ne peut pas dire que c'est provoqué dans les hautes sphères, un enthousiasme unanime, mais Jean-Claude avait dit « je serai avec lui ». Et pour moi, c'est très important que tu sois encore ici présent. Bien sûr, je t'ai bien vu intéressé par ma belle-mère, mais je te l'ai pardonné depuis. Pendant ces 2 années et demie où j'étais en retrait, j'ai suivi les choses de près. On ne peut pas se refaire. J'ai la France en moi. Cela me passionnait. Je regardais. Je me disais pourquoi ils font ceci, pourquoi ils ne font pas cela. Et j'ai bien vu que ces 2 années furent très éprouvantes pour notre famille politique. Parce que nous avons passé davantage de temps à nous diviser qu'à nous opposer à un gouvernement qui conduisait la France vers un échec retentissant. Je ne porte de jugement sur personne et je peux comprendre les raisons des uns et des autres. Je dis simplement qu'en regardant de l'extérieur, ça donnait l'image de la division alors que les Français souffraient. Cela donnait l'image de la division alors que les Français s'abîmaient. Et je veux dire une chose très simple aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas le droit de nous perdre dans des querelles, nous n'avons pas le droit de nous déchirer alors que nous avons à préparer l'alternance. Je veux vraiment que vous compreniez ce que je veux dire. Les ambitions, je suis le dernier à pouvoir les reprocher. Mais quand la France souffre, quand les Français sont inquiets, nous ne pouvons pas donner un autre spectacle que celui de notre unité. Nous avons à nous remettre au travail. Nous devons préparer l'alternance, parce que c'est sur nos épaules que va reposer l'alternance. Au lieu de nous diviser, nous devons travailler.
et travailler beaucoup plus que nous l'avons fait jusqu'à présent. Au lieu de nous perdre dans la promotion de destins individuels, notre mouvement doit se construire d'abord un avenir collectif. Il n'y aura pas de réussite individuelle sur un désastre collectif, ni pour aucun de nos leaders, ni pour moi. Rien. C'est le temps du collectif. Ce n'est pas le temps des destins individuels. Au lieu de se rendre inaudible dans la cacophonie de multiples leaders, notre mouvement doit être conduit, pardon de le dire, avec autorité, pour que chacun retrouve sa place dans un collectif et arrête de croire qu'il peut réussir seul. Dans nos valeurs, il y a l'autorité. J'aimerais que dans notre pratique, il y ait aussi l'autorité. Je veux que vous compreniez bien ça. Je n'ai pas d'ennemis dans ma famille politique. Je peux avoir des concurrents. Mais je voudrais rendre hommage, Jean-Claude, à Bruno Le Maire et Hervé Mariton, qui font leur campagne sans que l'un ou l'autre de nous trois, nous puissions avoir à reprocher quoi que ce soit aux autres. C'est cela, une campagne électorale digne. Le moment venu, il y aura des primaires. Vous ne devez pas les craindre. Et si dans ces primaires, il y a un formidable débat avec des personnalités de la qualité d'Alain Juppé, de François Fillon, de Xavier Bertrand et de bien d'autres, ça sera l'honneur de notre famille politique. Ce n'est pas un problème, c'est une chance. Ce n'est pas une difficulté, c'est une opportunité. J'irai dans quelques jours à Bordeaux. Alain Juppé participera à la réunion. Et qui pourrait croire que deux personnes qui se connaissent depuis si longtemps, il a été mon ministre, ne puissent pas tenir une réunion ensemble? J'ai eu ce matin même François Fillon. Et je lui ai demandé, lui aussi, de s'associer au travail de reconstruction de notre famille politique. Mes chers amis, nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons nous rassembler, nous devons nous unir, nous devons travailler ensemble. C'est la première raison, cher Christian, de mon retour dans la famille. Je veux l'unité de tous. Chacun aura sa chance, mais pas dans la pagaille. Parce que dans la pagaille, le désordre et la division, il n'y a comme résultat que l'échec. Et je ne veux pas de l'échec pour notre famille politique et pour notre pays. Ce que je dis au plan national, je veux que chacun le vive au plan régional et au plan départemental. Encore une fois, la compétition, le mérite, le travail, la concurrence fait partie de nos valeurs. Mais qui peut croire que dans un département comme les Bouches-du-Rhône, dans une région comme la vôtre, dans une ville comme la tienne, mais tant mieux qu'il y ait des talents, tant mieux qu'il y ait des personnalités, tant mieux qu'il y ait des différences de tempérament. Jean-Claude, tu as fait une campagne magnifique. Ce 4e succès, alors que tous les observateurs te promettaient l'échec. C'est notre fierté à tous. Et moi, voir ici, au premier rang, vous, mes amis, qui êtes là, de Renaud Muselier à Guy Tessier, de Valérie Boyer à Bruno Gilles, tant mieux. Je vous en remercie. Chacun fait un effort. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et même ceux des parlementaires qui ont choisi un autre candidat, ils sont les bienvenus ici, parce que ce sont des amis et que demain nous travaillerons ensemble. C'est la vérité du mouvement que je veux construire avec vous. Chacun aura sa place à une condition, qu'il ait envie de travailler, qu'il ait envie de se battre et qu'il ait du courage pour défendre les idées qui sont les nôtres.
Alors je veux aussi, et Jeannette Bougrap, qui me connaît bien, pourrait en porter témoignage, de la lucidité. La situation est suffisamment grave pour que nous ne fermions pas les yeux sur la catastrophe que notre pays est en train de vivre. Au moment de la prochaine échéance présidentielle, la France ne sera ni plus ni moins qu'au pied du mur. Et je veux que chacun d'entre vous, vous soyez conscient d'une chose. Il nous faudra du courage, il nous faudra de l'énergie pour affronter, j'emploie les mots à dessein, le désastre qui va nous être laissé. Nos réponses devront être à la hauteur d'une situation inédite. Les demi-mesures, les compromis ne seront pas de mise. Alors j'entends déjà les commentaires et les commentateurs qui disent « Est-ce qu'il est plus ou moins à droite ?» Mais mes chers amis, il ne s'agit pas de la droite, il s'agit de la France. Cette grille de lecture visant à nous caricaturer, à nous réduire, alors que nous devons nous élargir, est complètement dépassée. Laissez les commentateurs commenter. Comme toujours, ils comprendront avec retard ce que veulent les Français. Nous sommes les acteurs. Et quand nous parlons de l'explosion de l'insécurité, nous ne parlons pas pour les électeurs de droite. Parce qu'est-ce que vous pensez qu'un électeur de gauche n'est pas inquiet quand il sort dans la rue et qu'il voit les risques que court sa famille? Quand on voit l'explosion d'une immigration sans contrôle, est-ce que vous pensez que les électeurs du centre ne sont pas affolés à l'idée des conséquences de cette explosion? La question n'est pas de savoir si on est à droite, plus à droite, moins à droite. La question est de savoir si nous allons écouter le peuple de France dans sa diversité, dans sa lucidité et dans sa vérité. Elle est là la question, elle n'est pas ailleurs. Le taux de chômage a atteint un niveau que la France n'avait jamais connu. La lucidité, c'est de voir que depuis 2012, le gouvernement de la France a fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et que le moment venu, notre stratégie économique doit changer du tout au tout. Mes chers amis, il fallait encourager ceux qui travaillent. La première décision du gouvernement a consisté à supprimer les heures supplémentaires. Pourquoi? Au nom de quelle logique? 9 millions de travailleurs pauvres avaient 150 ou 200 € de plus par mois. Pourquoi supprimer les heures supplémentaires? Uniquement parce que nous l'avions fait? Il fallait soutenir l'initiative en diminuant les charges, les impôts, les taxes. Au lieu de cela, en 2 ans, ce qui n'a jamais été vu dans l'histoire de la République française, on a augmenté les impôts de 30 milliards. Il fallait massivement diminuer les dépenses publiques. On a créé 60 000 postes dans l'éducation nationale. On se demande bien où ils sont passés. On a supprimé le jour de carence dans la fonction publique et en même temps cessé de publier les statistiques de l'absentéisme dans la fonction publique. Et on est revenu sur la réforme des retraites que nous avions engagée. Pourquoi? Au nom de quelle logique? Il fallait se rapprocher de nos partenaires européens pour ensemble essayer de retrouver de la croissance. Ils n'ont eu de cesse que de diviser l'Europe et de donner ce spectacle, pardon du mot, humiliant d'un gouvernement hésitant entre provoquer une crise européenne ou mendier un compromis budgétaire boiteux et piteux. Il fallait attirer les investisseurs, les créateurs, les entrepreneurs, les chercheurs du monde entier pour relancer la machine économique. Au lieu de quoi, on les a fait fuir avec une taxe à 75% qui a joué le rôle de repoussoir dans le monde entier et qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Il fallait alléger les contraintes, les réglementations, les barrières, en permettant aux entreprises de sortir des 35 heures, en autorisant le travail le dimanche, en supprimant la moitié de notre code de travail devenu aujourd'hui illisible, incompréhensible, inapplicable. Il fallait réconcilier les jeunes Français avec la réussite, l'effort, le mérite, le risque. À l'inverse de tout bon sens, on s'acharne à donner plus d'avantages à celui qui ne travaille pas
qu'à celui qui travaille. Et scandale parmi les scandales, il s'est trouvé une ministre pour décider de supprimer les bourses au mérite. Jamais nos jeunes ne sont partis si nombreux à l'étranger et le pire, c'est que beaucoup parmi eux ne voudront pas revenir. Que dire de l'insécurité qui est hors de tout contrôle, car le laxisme a été érigé en politique pénale. Madame Taubira est venue 2 fois. Non mais ça, je sais. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle a dit. La première fois, elle a dit qu'on mettait trop de gens en prison. Et la seconde, c'est qu'il fallait pousser sur les peines de substitution. Si c'était pour dire ça à Marseille, il valait mieux pas venir. Parce que la vérité, c'est que 5% des délinquants font 50% de la délinquance. Et s'il y a bien quelque chose que je souhaite rétablir, c'est les peines planchées pour les récidivistes, parce que le problème des récidivistes est incontournable. Et les jurys populaires dans les tribunaux correctionnels, parce que c'est aux Français et aux Français seulement de dire comment on doit être puni quand on rend la vie impossible à ses voisins. Et enfin, j'ai dit un mot de l'immigration, mais personne ne peut accepter que la France devienne le réceptacle de la misère du monde et que la générosité de notre système social soit utilisée sans vergogne par les filières clandestines et parce qu'il faut bien appeler les profiteurs de tout poil. Il faut revoir en profondeur notre système social. Et je me reconnais dans la proposition de Xavier Bertrand de supprimer l'aide médicale d'urgence pour la remplacer par un système où nous porterons secours à ceux qui en ont vraiment besoin. Parmi les débats que je souhaite organiser, si vous me portez à la tête de notre mouvement, il y en a un qui sera incontournable, c'est celui du choix que nous devrons faire entre l'intégration et la poursuite de l'immigration. Je veux m'expliquer avec vous. Notre système d'intégration est complètement bloqué, totalement en panne, pour une raison et une seule. C'est parce qu'à peine avons-nous reçu des étrangers que d'autres arrivent sans que nous puissions prendre le temps et les moyens d'intégrer ceux qui arrivent. Il va falloir clairement poser la question. Est-ce qu'on donne priorité à l'intégration ou à la poursuite d'une politique d'immigration qui déborde dans tous les sens, qui n'est plus sous contrôle et que personne aujourd'hui ne peut maîtriser? C'est un débat que nous conduirons calmement, paisiblement, mais fortement. Parce que si nous ne le faisions pas, mes chers amis, alors il ne faudra pas se réveiller un jour avec plus de la moitié des citoyens français en rupture avec les institutions de la République, car ils ne croiront plus personne, ils n'écouteront plus personne et ils refuseront tout. Les Français ne sont pas égoïstes, les Français ne sont pas fermés sur l'extérieur, mais ils nous demandent, à vous parlementaires, à nous responsables, de prendre des décisions, de parler de ce qu'ils vivent et d'assumer les conséquences des débats que nous conduirons. C'est cela que je veux faire avec vous, mes chers amis. Avant de répondre à vos questions, je veux que vous compreniez une dernière chose. J'ai vraiment besoin de vous. Cette élection, après avoir dit que j'avais tant de difficultés, c'est vrai, à trouver des salles qui contenaient tous mes amis, c'est une grande difficulté, je la souhaite à tout le monde. Ils vont dire que cette élection n'a aucun intérêt, qu'elle était jouée d'avance. Je vous demande de participer nombreux à cette élection. Je vous demande de me donner votre force. Plus vous serez nombreux, plus j'aurai la force et l'autorité pour conduire notre mouvement dans la direction que vous souhaitez. Plus vous serez là,
moins on vous volera votre succès. Je sais que ça sera difficile. Quand je suis rentré dans la salle, il y a un ami qui m'a dit « Il va te falloir du courage. Il doit être enseigné. » Je sais que rien ne me sera épargné, mais ça n'a pas d'importance si je sens l'immense armée de ceux qui croient dans la France. Ça n'a pas d'importance si je sens la foule immense de ces Français du quotidien qui en ont assez de se taire et de supporter à longueur de journée des propos qui ne correspondent en rien à ce qu'ils pensent. Ça n'a pas d'importance si tout d'un coup, celui qui se sent humilié de la façon dont il est traité, comme on a traité les familles, comme on traite ceux qui payent des impôts, au lieu de les remercier parce qu'ils travaillent et qu'ils payent des impôts, on les insulte à longueur de journée. Si je sens que cela, si vous tous, vous vous levez comme une immense armée en marche, vous allez chercher vos amis, vos relations, et vous contribuez avec nous à créer la première formation politique du XXIe siècle pour assumer le redressement de la France, alors, mes chers amis, les sacrifices auront été des bien petits sacrifices, parce que l'enjeu nous dépasse tellement, parce que la force qui sera la vôtre sera tellement grande, parce que nous ne pouvons compter que sur nous. À ce moment-là, mes chers amis, chacun aura sa place et aura compris vers où il faut aller. Ils sont tous contre nous. La première, c'est Madame Le Pen. Madame Le Pen a fait le marchepied de François Hollande. Elle doit en assumer la responsabilité. Qu'elle ne vienne pas nous donner de leçons. Quand il s'agit de choisir, elle a choisi son petit intérêt politicien plutôt que l'avenir de la France. C'est François Hollande, que François Hollande dise merci à Marine Le Pen. Sans Marine Le Pen, il n'y avait pas de François Hollande comme président de la République. Mes chers amis, c'est nous, c'est vous. Et maintenant, si vous le voulez bien, je veux répondre à vos questions, poser les questions. J'ai voulu cet échange parce que pendant 2 ans et demi, je bouillais de ne pas pouvoir dire ce que j'avais envie de dire. Et j'ai envie de le dire avec vous. Allez-y. Monsieur le Président, nous avons une question d'un internaute, Laurent Rousseau. Monsieur Sarkozy, notre foyer composé de 5 enfants dont un bébé fait partie des familles soi-disant aisées. Alors nous sommes assommés par les mesures successives de réduction du quotient familial en 2013, des nouvelles réductions du quotient familial en 2014, diminution drastique de l'allocation de base en 2015 et réduction de l'aide pour la garde d'enfants. En combinant l'effet de toutes ces mesures, l'effort demandé à une famille avec 5 enfants avec bébé est invraisemblable. Au total, l'équivalent de près de 2 mois de salaire net en moins par an. J'accepte alors de participer à l'effort collectif pour redresser les comptes publics de la France. Mais je souhaiterais que cet effort soit réparti de façon équitable. J'ai le sentiment que nous sommes d'autant plus punis que nous avons d'enfants, ce qui me semble tout simplement scandaleux. Que comptez-vous faire, Monsieur le Président, pour faire restaurer notre politique familiale? Merci. D'abord, on savait avec l'élection présidentielle que François Hollande n'aimait pas les riches. Depuis un fameux livre, on sait qu'il n'aime pas les pauvres non plus. Il ne doit pas aimer grand monde. Deuxièmement, je vais vous dire une chose parce que je le pense. Imaginez quand on a 3 enfants et avec 2 salaires, 6 000 € par mois, si on est riche, c'est qu'on ne connaît rien à la vie quotidienne des Français. Dans les villes, avec le prix des loyers, avec le coût de la vie, avec le prix de l'école et avec ce que coûtent les enfants. Troisième remarque,
s'il y a bien une chose qui fait notre admiration dans le monde entier, l'admiration du monde entier pour la France, c'est la politique familiale. Les principes de notre politique familiale ont été, mes chers amis, posés du Parti communiste jusqu'aux gaullistes, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par le Conseil national de résistance, qui avait, dans leur sagesse, mis la politique familiale comme une priorité alors que notre pays était à genoux après 5 années de guerre. Il fallait que les familles de France fassent des enfants. Et de la gauche à la droite, ils se sont dit on va se mettre ensemble, on va définir des principes pour qu'on ait la meilleure politique familiale du monde. C'est le Conseil national de la résistance. Tous les présidents avaient respecté ces principes, y compris François Mitterrand. Le seul qui brise ce consensus de près de 70 ans, c'est le président actuel. Ce consensus autour de quelle idée? Nous sommes un pays qui avons 2 impôts sur le revenu. Le premier progressif, l'impôt sur le revenu. Le deuxième proportionnel, la CSG. La politique familiale n'est pas un instrument de redistribution des revenus. C'est une façon de dire à une famille qui a 2 enfants, au moment de penser à faire un 3e enfant dont nous avons besoin, dont la France a besoin, vous ne diminuerez pas votre niveau de vie en passant de 2 à 3 enfants parce que la politique familiale est là pour vous aider. J'ajoute que comme les cotisations familiales sont proportionnelles, on paye davantage à l'entrée, on a à la sortie. Donc on trouve 300 millions d'euros de plus pour financer de 2012 à 2013 l'AME, mais on vient spolier les familles et on prétend qu'il n'y a pas d'argent pour les familles alors qu'on en trouve pour l'AME. C'est ça la justice, c'est ça l'équité. Et enfin, au moment où la consommation, les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise pourraient le dire, au moment où la consommation est au niveau où elle est, c'est-à-dire sans jus, sans force, plate, aller ponctionner le pouvoir d'achat des familles, c'est plonger la France dans la récession. Je conteste donc cette politique pour des raisons de principe, parce que c'est une politique sectaire à l'endroit des familles qui ont été profondément blessées par l'attitude de ce gouvernement qui ne comprend rien à la famille et à la politique familiale et qui va à l'inverse de ce qu'il conviendrait de faire pour relancer la machine économique. Je souhaite que notre famille politique prenne l'engagement de revenir scrupuleusement sur la totalité des mesures proposées par François Hollande à l'encontre des familles de France. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Je m'appelle Malik Wambria, je viens d'Aix-en-Provence. Je partage votre constat, c'est un bon constat. Depuis 2012, il n'y a pas le droit de refaire l'inventaire. Et pour rassembler, ce qui me concerne, il faut aussi éliminer. Ça, c'est ma devise, excusez-moi. Mais maintenant, c'est ma question. Je vais vous la poser. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments objectifs qui permettraient de dire que les plans d'austérité menés depuis 4 ans en Europe ont permis de faire sortir la crise les pays auxquels ils ont été appliqués? Deuxième question, avec les plans d'austérité, comment on peut faire reculer le chômage? Les investissements en berne, l'austérité fiscale de la Banque centrale européenne, est-ce qu'il ne faudrait-il pas une règle d'or pour tous? Et en plus de ça, comme vous avez présidé le G8 et vous êtes à l'origine du G20, comme vous avez une envergure internationale, je me permets de vous poser une question. Et pour moi, vous êtes le meilleur des meilleurs. Voilà. Merci. Il faut qu'on se mette d'accord sur les mots et il va falloir qu'on soit très franc avec les Français. Je voudrais dire 2 choses. D'abord, c'est que lorsque nous aurons la responsabilité de la France, il est incontournable pour nous de prendre des décisions très fortes de réduction des dépenses publiques. Je ne sais pas si c'est ce que vous pensez quand vous parlez d'austérité, mais je me méfie toujours des mots MOTS qui, à force de tout expliquer, n'expliquent rien. Je m'explique. Nous avons 57% de dépenses publiques qui pèsent sur les entreprises et les acteurs privés. C'est trop.
Le rendez-vous est incontournable. Nous ne pourrons pas faire autrement que de diminuer fortement les dépenses publiques, parce que ces dépenses publiques, elles sont financées par les entreprises à coup de charges, de taxes et d'impôts. Les entreprises sont trop chargées et trop imposées, donc elles perdent la compétition internationale. Nous ne pouvons donc continuer comme cela. Qu'est-ce que ça veut dire faire des économies sur le train de vie de l'État? C'est d'abord poser le problème des effectifs dans la fonction publique. Pendant 5 ans, j'étais président de la République, nous avons supprimé 166 000 postes de fonctionnaires. C'est la première fois que ça se faisait. Mais le problème, c'est que dans le même temps, les collectivités locales de gauche en ont créé autant que l'État ne supprimait. Donc je dis les choses comme je le pense, en prenant mes responsabilités. Il faudra imposer la règle du non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite aux collectivités territoriales comme à l'État. Nous devrons avoir moins de fonctionnaires, travaillant davantage et étant mieux payés. Je veux d'ailleurs dire un mot à ces fonctionnaires. Moi, je ne veux pas que la famille politique que je devrais, si vous le voulez, présider, soit contre la fonction publique. Tout le monde connaît, dans ces communes, tel ou tel chef de service admirable de dévouement. Tout le monde connaît tel ou tel enseignant admirable quand il a appris à lire ou à écrire à vos enfants. Mais c'est la question de l'ensemble. Le statut à vie ne peut pas correspondre à tous les emplois dans la fonction publique. Quand on est policier, oui. Quand on est informaticien, qu'a-t-on besoin d'un emploi à vie dans la fonction publique? Le nombre de fonctionnaires, la durée de travail dans la fonction publique, les modalités de paiement des fonctionnaires devront faire l'objet d'un grand débat. Je prends l'exemple des enseignants. C'est un des métiers les plus difficiles qui soient. Mais je veux dire les choses comme je le pense. 18 heures d'obligation de service, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudra que les enseignants soient davantage présents dans les collèges et dans les lycées, en dehors des heures de classe, et qu'ils soient davantage rémunérés, parce qu'il n'est plus possible de continuer avec 30 enfants dans une classe qui regardent le maître et aucun de ces enfants qui n'a envie de devenir enseignant à son tour. Ce n'est pas comme ça qu'on respecte le métier d'enseignant et la place des enseignants. Deuxième remarque que je voudrais faire. Il y a un immense doute de nos compatriotes sur la parole publique. Et c'est un sujet qui nous concerne tous et qui me concerne aussi. Je proposerai donc la règle suivante. Revenir à 50% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. Quand nous serons au niveau de 50%, je propose que les gouvernements, quels qu'ils soient, ne puissent à ce niveau-là plus augmenter les impôts ou augmenter l'endettement, qu'il n'ait comme seul choix que de diminuer les dépenses. Si nous ne faisons pas ça, nous allons nous trouver dans une situation que plus personne ne maîtrisera. Dans le monde tel qu'il est, la seule question économique qui se pose, comment les entreprises, comment les commerçants, comment les artisans peuvent gagner des parts de marché et profiter de la croissance mondiale. Pour cela, il faut baisser les impôts. Si vous ne baissez pas les dépenses, vous ne pouvez pas baisser les impôts. Donc la question centrale de la diminution des dépenses sera posée. Un mot maintenant sur la question de l'austérité. On ne peut pas faire semblant d'imaginer qu'il y a une Europe alors qu'il y en a deux. Il y a 2 Europes. Il y a l'Europe de l'euro et il y a l'Europe des 28. La question de la définition de la politique économique dans la zone euro est clairement posée. Pour moi, c'est clair. Dans la zone euro, l'Allemagne et la France, à elles deux, pèsent 50% de l'activité économique dans la zone euro. C'est aux responsables politiques de définir quelle sera la politique économique de la zone euro. Il n'y a personne d'autre, ni à la Commission, ni à la Banque centrale européenne. Nous devons donc, avec nos partenaires allemands, assumer la responsabilité du leadership sur la zone euro. Troisième remarque. Une fois qu'on a diminué les dépenses, ce n'est pas pour ça qu'on a créé de la croissance. Se posera clairement également la question suivante. Est-ce que l'objectif de la Banque centrale européenne est simplement de rester à 2% d'inflation alors qu'il n'y a plus d'inflation parce que la concurrence fait rage, ou est-ce que l'objectif de la Banque centrale européenne ne doit pas être aussi de créer de la croissance, comme l'objectif de la Federal Reserve Bank est de créer de la croissance aux États-Unis d'Amérique? C'est un débat qui est légitime.
C'est un débat qui n'a rien de choquant. Toute ma vie, Jean-Claude, j'ai été un Européen, je suis un Européen convaincu. Mais je veux que les choses soient claires. La croissance, ce n'est pas simplement pour les autres pays du monde, c'est aussi pour la France et c'est aussi pour les pays européens. Ce débat-là, nous ne l'éviterons pas. Enfin, dernier point, et je ne veux pas être trop long, mais je voudrais vous faire réfléchir, et nous aurons le débat dans notre famille politique là-dessus. Je comprends le principe de précaution, et je suis très préoccupé par les conséquences sur l'environnement et sur la santé. Mais nous sommes la première génération qui nous méfions du progrès, alors que toutes les générations ont considéré que le progrès était une solution. Je ne voudrais pas que, sous l'influence d'anciens marxistes reconvertis en écologistes aujourd'hui, on fasse du progrès l'ennemi, alors que le progrès est un atout. Je ne peux pas regarder les États-Unis d'Amérique devenir autonomes avec le gaz de schiste et se dire que chez nous, toute expérimentation serait interdite. Je ne peux pas m'y résoudre. Je ne veux pas, naturellement, Renaud, qu'il y ait des forages partout en France sans précaution. Je dis que nous devrions expérimenter 1, 2, 3 forages pour voir ce qui fait la richesse des autres. Pourquoi nous continuerions à être ravagés par le chômage alors que nous avons sous notre sol une énergie bon marché qui permettrait de renforcer la compétitivité de nos entreprises, de gagner des parts de marché, de gagner de la croissance et de créer des emplois pour vos jeunes. La question mérite d'être posée. À l'arrivée, Guy, est-ce qu'il faudra passer d'un principe de précaution à un principe de responsabilité? Nous en débattrons. Pour moi, je préfère la responsabilité, car avec la responsabilité, on fait et on en assume les conséquences. Avec la précaution, j'ai peur qu'on s'abstienne de faire parce qu'on a peur des conséquences. Mais je pourrais multiplier les exemples, mes chers amis. Moi, quand je vois l'architecture à Londres, à Bilbao, à Liverpool, partout dans le monde, des immeubles magnifiques, et chez nous, la règle s'impose au beau. Je sais que le beau est subjectif, ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. On préfère faire des petits cubes sans forme plutôt que de prendre le risque d'un geste architectural magnifique. Eh bien, pour moi, la France des grands auteurs, la France des grands artistes, la France doit revenir le pays de la création et pas le pays de la réglementation, de l'obligation et, au fond, d'une forme de démission. Regardez, qui se pose? Les jeunes qui sont ici. Mais qui pose la question en allant à New York de la densité devant ces tours magnifiques? C'est juste magnifique. Qui pose des questions aussi stupides que le débat qu'on a eu il y a quelques années à Paris? Vous aimez les tours ou vous n'aimez pas les tours? J'aime les tours quand elles sont belles. Je ne les aime pas quand elles sont laides. Donc, au fond, ce que j'ai au fond de moi, et notamment pour les plus jeunes, j'aimerais tellement vous réconcilier avec la prise de risque, avec l'envie de faire, avec la vision, avec l'ambition. Mais si on n'aimait pas le risque, on ne ferait pas d'enfants. Si on n'aimait pas le risque, on n'irait pas voyager. Si on ne ferait pas de risque, mes chers amis, on ne se présenterait pas aux élections. Si on n'aimait pas le risque, mais le matin, on ne se lèverait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça, pour moi, la France de Victor Hugo, la France de Balzac, la France de Maupassant, la France de tous ces génies. C'est une France qui ose, c'est une France qui risque, c'est pas une France frileuse, c'est pas une France petite. Allez, c'est pas une France redevenue un pays normal. Je vais vous dire, je n'aime pas leur normalité, parce que la normalité, c'est rien d'autre que le nom qu'on a trouvé pour définir la médiocrité. Bon, c'était pas prévu que je vous le dise, mais ça m'a fait plaisir. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous remercie de tout, de votre enthousiasme, de votre énergie, de votre vista, enfin, tout ce dont on a besoin en ce moment, quoi. Voilà, moi je voudrais vous poser une question de simple citoyenne.
On nous dit quoi penser, on nous dit quoi aimer, quoi refuser, quand est-ce qu'il faut s'indigner ou pas, en regardant les JT, les émissions. Je voudrais savoir, en tant que citoyenne, comment on peut justement faire remonter jusqu'à vous les envies, les idées, les ressentis du citoyen lambda. Bon. Elle a l'air facile, votre question, mais elle n'est pas si facile que ça. J'avais une proposition à faire. Mon idée, c'est que dans la future formation qu'on va construire ensemble, on sélectionne avec le bureau politique les grands débats difficiles. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Allemagne? Est-ce qu'il faut une réforme des institutions? Quelle est notre politique économique? Qu'est-ce qu'on va faire de la politique européenne? Vers où on va? Puis qu'une instance à définir, débattre tous les mois pendant 2 ou 3 jours, et puis qu'on vote. Mais j'aimerais qu'en même temps on débat, il y ait un cadran avec la possibilité pour tous les adhérents de dire ce qu'ils pensent du débat qui nous occupe et vers quelle tendance ils penchent eux-mêmes. Le Parlement du parti que vous élirez débattra de toutes ces questions. Et en même temps, vous pourrez suivre sur notre site le débat et que chacun d'entre vous puisse dire « je suis d'accord avec celui-là, je viens d'entendre, je suis d'accord avec celui-ci ». Il faut que je m'explique avec vous. J'ai dit, et ça n'a pas toujours été compris, que je ne voulais plus de tendance, que je ne voulais plus de sous-groupe, que je ne voulais plus de secte, que je ne voulais plus d'amicale, comme je ne voulais plus de crépuscule. Pourquoi? Parce qu'il faut être d'accord avec le chef du crépuscule, non pas parce qu'on est d'accord avec lui, mais parce qu'il est le chef du crépuscule. Je préfère que sur les grands débats, chacun puisse voter. Pour moi, il n'y a pas les libéraux, les centristes, la droite forte, la droite molle, la droite sociale, la droite tout court. Il y a des militants qui ont le droit de donner leur opinion librement sur tous les sujets. Et je veux que les choses soient claires. Je ne nommerai personne, vous m'entendez bien, personne, parce qu'il est sarkozyste, juppéiste, filloniste, lemériste, tout ce que vous voulez. Je les nommerai parce que ce sont des femmes et des hommes qui ont envie de consacrer du temps à la marche de notre formation politique. C'est ça que je veux. Et après, chacun librement débattra de ce qu'il veut. Et je veux qu'en même temps, vous puissiez, vous à la base, donner votre opinion. On a maintenant les moyens modernes pour cela. Ça sera indicatif, mais ça sera extrêmement intéressant. Et puis, moi, je veux continuer à échanger avec vous. Vous savez, si vous savez comme je me suis posé des questions pendant ces 2 ans et demi, pendant 5 ans, j'ai été président de la République, j'ai donné tout ce que je pouvais pour faire le mieux possible. Je ne dis pas que je l'ai fait, je vous ai dit que j'ai donné le plus qu'il était possible de donner. Et depuis, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que j'avais raté, sur ce que nous avions réussi. Je n'ai jamais cherché un responsable à ma défaite de 2012. Je me suis mis le premier responsable dans mon discours de la mutualité. Et sans doute que dans ces échanges que nous avons, dans la façon que vous avez d'applaudir, de réagir, ça me permet de voir où il faut mettre le curseur, de sentir les choses. Vous savez, je suis comme ça. J'aime tellement mon pays, quand je sors dans la rue, la manière dont les gens me regardent, j'ai compris ce qu'ils pensent. L'ambiance, quand on est un responsable politique et tous mes amis ont la même sensation. Et c'est très important qu'on essaye de faire quelque chose dans les 2 années qui viennent, qu'on reste proches ensemble. Vous savez, c'est dur, ça va être dur et complexe. Mais si on est ensemble, si on vous sent derrière nous, et si vous vous sentez qu'on va porter vos idées. Alors parfois vous dites, tu n'as pas été assez loin, mais c'est très curieux pour moi. Pendant 5 ans, on a cessé de me dire, tu vas trop vite, tu vas trop loin, ils ne peuvent pas te suivre, doucement. 2 ans, je les laisse tranquilles. Et j'entends, il n'a pas été assez vite, il n'a pas été assez loin. J'ai l'impression d'avoir été à la tête d'un gouvernement avec de formidables jeunes chevaux qui piaffaient pour aller plus vite. Et moi, notable, doucement. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai vécu. Ce n'est pas comme ça que j'ai compris les choses. Mais peut-être.
Alors, pour vous dire, oui, il y a des choses que je regrette. Parfois, j'ai une telle passion de convaincre que je vais trop directement. Et ça a pu blesser des gens. Et d'abord, c'est toujours dommage de blesser des gens, mais surtout, ça complique la solution du problème. Quand j'ai fait le discours de Grenoble, je pense que sur le fond, j'avais raison. Mais sur la forme, j'aurais dû parler différemment pour essayer d'aller mieux dans la direction. Vous dire ça, vous savez, pour moi, vous savez, quand on est président de la République et qu'il y a tout le monde qui vous tombe dessus, ça fait du bien de voir des gens qui disent « Non, tu n'as pas été assez loin, il faut aller plus vite. » Oui, je sais. Mais je vais vous dire autre chose, parce que je vais vous faire réfléchir à ça. Je le dis à mes amis parlementaires. Toute ma vie politique, j'ai passé mon temps à récupérer les pots cassés quand la droite avait perdu et qu'il fallait expliquer pourquoi on n'avait pas mis en œuvre ce qu'on s'était engagé à mettre en œuvre. Mesdames et messieurs, j'ai été 5 ans président de la République. Jamais je n'ai reculé devant la rue. Quand on a fait la réforme des retraites avec François Fillon, 10 manifestations nationales, nous n'avons pas reculé. Quand il a fallu faire le service minimum dans les transports en commun qui vous était promis depuis 30 ans, je l'ai fait avec Xavier Bertrand, nous n'avons pas reculé. Quand il a fallu faire l'autonomie des universités qui était promis par la droite depuis 20 ans, avec Valérie Pécresse, nous n'avons pas reculé. Quand il a fallu réformer les régimes spéciaux de retraite des cheminots, des gaziers, de la RATP, de la SNCF, nous n'avons pas reculé. Donc je veux aussi que les choses soient claires entre nous. Je peux vous regarder tous. Il n'y a pas un texte où on peut me dire « tu as eu peur de la rue, tu as eu peur de tes adversaires, tu as reculé ». C'est ma fierté. Et aujourd'hui, je le dis alors qu'il y a un événement dramatique, sans violence, sans drame. J'ai été 4 ans ministre de l'Intérieur, 5 ans président de la République. Tous les matins, je me disais, la France est un pays éruptif. Attention, soyons républicains. Et aujourd'hui, quand je peux faire une réunion avec 4000 personnes, il n'y a personne qui peut me dire « tu as reculé là » ou « il y a eu un drame ici ». Les émeutes en France de 2005, j'étais ministre de l'Intérieur, je m'en souviens. Je veux rendre hommage une nouvelle fois au comportement républicain et remarquable des forces de l'ordre qui, à l'époque, ont contenu l'ordre républicain, sans drame. Loin de moi l'idée de commenter quoi que ce soit dans l'actualité, mais que les choses soient claires. Quand il a fallu tenir, nous avons tenu. Monsieur le Président, donc déjà, je vous souhaite un bon retour dans la famille politique, même si je sais que cela bouillonnait en vous pendant 2 ans et demi, on le sentait assez bien. J'ai 2 questions à vous poser. La première question concerne la libéralisation des professions réglementées, et je pense en particulier aux pharmaciens. Première question. J'aimerais avoir en fait votre point de vue et j'enchaîne donc sur ma deuxième question, qui est la suivante. Vous avez dit tout à l'heure très justement que les cerveaux, notamment les jeunes diplômés, quittaient la France et allaient à l'étranger. Que comptez-vous faire pour faire revenir ces jeunes diplômés et travailler en France? Merci. Bon, merci madame. Sur les professions réglementées, mais c'est à croire que le gouvernement n'a pas assez d'ennuis qu'il faut qu'il s'en invente. Pour moi, les pharmaciens, madame, ce n'est pas simplement un endroit où on vend des médicaments. C'est un endroit de rencontre sociale. C'est un endroit où des gens qui n'ont plus personne à qui parler peuvent être écoutés. C'est un endroit où on est reçu. C'est un endroit où il y a des professionnels. C'est un endroit où quand on est inquiet, parce que son enfant est malade, son compagnon est malade, on a un souci, on peut descendre, on peut être reçu, cela fonctionne. Pourquoi s'attaquer à eux? Parce qu'on pense qu'ils ne sont pas de gauche? Quand vous pensez aux notaires, nous sommes l'un des pays où il y a le moins de contestations sur les actes concernant l'immobilier. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas,
je dis qu'il y en a le moins. Ça ne doit pas si mal fonctionner que cela. Est-ce qu'ils ont cassé des abribus? Est-ce qu'ils ont bloqué des services publics? Pourquoi s'attaquer aux gens qui travaillent plus que les autres en jetant un pâture leurs revenus comme s'ils devaient s'excuser de gagner ce qu'ils gagnent alors qu'ils travaillent plus que les autres? Pourquoi? Parce qu'on ne les aime pas? Parce qu'ils n'ont pas la bonne carte? Parce qu'ils ne votent pas bien? Parce qu'à un moment, ils auraient pu être pour nous? Et alors, je vais finir par avoir des doutes. On supprime les heures supplémentaires qui fonctionnent parce que c'est moi. On s'attaque aux familles parce que c'est vous. On s'attaque aux professions réglementées parce que c'est eux. Quel est le point commun entre eux, vous et moi? On n'est pas de la même famille que les autres. On n'a pas la bonne carte. On n'est pas dans la bonne case. Donc, qu'il y ait, et je pourrais rajouter les taxis, qu'il y ait des choses à moderniser, j'en suis certain. Christian Estrosi, qui était au gouvernement avec moi, le sait aussi bien que moi en tant que maire de Nice. Mais je n'accepte pas cette désignation sectaire de gens qui travaillent pour le seul bénéfice d'une action politicienne pour essayer de monter une partie de la population contre des gens qui sont le fondement de la société qu'est la nôtre. C'est ça, la vérité. Enfin, les jeunes, là aussi, il faut qu'on soit très clair. Dieu sait que j'ai été attaqué lorsque j'ai supprimé les droits de succession. Rappelez-vous le projet TEPA, que mes amis parlementaires ont voté. Je suis le seul à le rappeler. Mais moi, j'assume mes idées. Je considère qu'il n'y a pas de plus belle chose dans la vie que de travailler dur pour donner à ses enfants le fruit d'une vie de travail. C'est ma vie. Comme vous le savez, je ne suis pas héritier, donc je ne parle pas pour moi. Mais qu'est-ce qui donne du sens à la vie? C'est que ses enfants puissent commencer un peu plus haut que soi-même. Qu'est-ce qui donne du sens à la vie? De travailler pour soi, pour son nombril? De penser uniquement qu'à profiter, ou de construire avec ses enfants, pour ses enfants et pour sa famille? C'est pour ça que j'avais supprimé les droits de succession. Dieu sait que je me suis fait insulter. Alors pour les jeunes, madame, quand j'entends, y compris certains de nos amis, dire « Ah, dans une entreprise, on ne doit pas gagner plus de différence de 1 à 5 », je me demande si on n'est pas devenu fou. Si dans une classe, celui qui travaille a les mêmes notes que celui qui ne travaille pas, pourquoi travailler? Si dans un pays, celui qui a des papiers a les mêmes droits que celui qui n'a pas de papiers, pourquoi demander des papiers? Et madame, pour les jeunes, quand vous avez la chance d'avoir des jeunes qui s'appellent Bill Gates ou Steve Jobs ou celui qui a créé Facebook, mais vous ne devez pas vous préoccuper de savoir combien ils gagnent, mais combien d'emplois ils vont créer dans le pays où ils sont installés. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ils vont payer des impôts, tant mieux. Mais je ne comprends pas cette façon de détester la réussite, de détester le travail, de détester le mérite, de vouloir abattre le meilleur joueur, le meilleur acteur, la meilleure entreprise, les politiques qui gagnent. Pourquoi? Pour tout démolir? Eh bien, moi, je pense que le but de la vie, voyez-vous, et c'est la différence entre la gauche et nous, ils voient toute différence comme une injustice, je vois toute différence comme une richesse. Pour eux, c'est une injustice. Ma pauvre Valérie est une fille. Donc, le jour de la journée de la femme, on met des jupes aux garçons. Pour eux, c'est une injustice d'arriver à l'heure alors que certains sont en retard. Donc, si on met tout le monde en retard, il n'y a plus d'injustice. Et pour les jeunes Français qui s'en vont, moi, je suis d'accord pour que des jeunes aillent à l'étranger. C'est merveilleux pour la France et sa culture.
Mais je n'accepte pas l'idée qu'ils aillent à l'étranger parce qu'ils pensent qu'ils feront à l'étranger ce qu'ils ne peuvent plus faire en France. Si un jeune a l'ambition de vivre plus, d'aller plus loin, de gagner davantage, de travailler plus, pourquoi l'empêcher? J'ai envie de dire aux jeunes qui sont ici, mais le sens de la vie, c'est d'utiliser toute l'énergie que tu as en toi pour devenir ce que tu es. Ce n'est pas la société de dire ce que tu dois être. Ce n'est pas à l'État de penser pour toi. C'est à toi de te réaliser. Dans vos familles, les enfants avec le même sang, la même éducation, ne deviennent pas ce que sont leurs parents, ils deviennent ce qu'ils sont eux-mêmes. Eh bien, je voudrais que pour les jeunes Français, le projet, ça soit celui-là, que chacun ait les moyens de devenir ce qu'il est. Manuel s'il veut être manuel, intellectuel s'il veut être intellectuel, contemplatif s'il veut être contemplatif, ou acteur s'il veut être acteur. Voilà le sens de la vie. Voilà ma réponse aux jeunes. À ces jeunes, on leur dit, mais t'inquiète pas, si tu ne trouves pas un emploi, tu auras un emploi aidé. Moi, je veux lui dire, inquiète-toi, bats-toi, construis-toi, élève-toi, revendique, obtiens, désire, réalise. C'est la France que j'aime, c'est ma France. Si moi-même, en 1975, j'avais pas eu le rêve d'être en haut de l'affiche, vous croyez qu'on serait venu me chercher au fond de la salle? J'y serais encore au fond de la salle. Et je pourrais dire ça pour chacun d'entre vous. Et je pense d'ailleurs, voyez-vous, madame, que dans la formation politique qui est la nôtre, le temps n'est pas venu du projet technocratique, uniquement financé. Quel taux d'impôt sur les bénéfices? Quel taux d'impôt sur le revenu? Je veux un vaste débat sur les valeurs, sur le raisonnement, sur la vision. Quelle société voulons-nous? Quelle France voulons-nous? Oui, autre erreur que j'ai faite sur la forme. Quand j'ai parlé d'identité, je pense que sur le fond, j'avais profondément raison, même si le mot a été détourné. Quelle est l'idée que j'ai en tête? Et je veux que nous débattions de ça. Les Français comprennent parfaitement qu'avec le monde tel qu'il est, on doit changer, on doit bouger, on doit accepter la concurrence, on doit faire des efforts. Mais en même temps, les Français, la France que je connais, elle me dit oui, on va s'adapter, on va se battre dans le monde d'aujourd'hui. Mais on veut transmettre à nos enfants le même paysage, le même terroir, la même culture, la même langue que celle que nos parents nous ont transmise. Bien sûr que beaucoup de choses vont changer, mais ça, on veut le garder. Ce débat-là, il faut qu'on l'ait. Je veux m'expliquer, c'était pas du tout la question, hein, mais complètement parti. Mais ce n'est pas grave, parce que ça m'intéresse beaucoup et j'espère que ça vous intéresse. Je voudrais réconcilier notre famille politique avec le progrès, le changement, la novation, la véritable révolution des comportements du monde du XXIe siècle et en même temps ne pas oublier que nous sommes la patrie des peintres, des musiciens, des écrivains, que nous ne ressemblons pas aux autres, que nous ne voulons pas ressembler aux autres, que nous ne voulons pas imposer aux autres, mais que nous refusons qu'on nous impose quoi que cela soit par rapport à la culture, à la langue et à la société qu'est la nôtre. Je voudrais qu'on arrive à faire cet ensemble. J'ai parlé tout à l'heure de Mme Le Pen. Moi, jamais je ne plaiderai pour la fermeture de la France. Je déteste la fermeture, je déteste l'égoïsme, je déteste le repliement sur soi. Mais tous ceux qu'on va accueillir, ils sont accueillis dans une ancienne nation, avec une culture, avec un mode de vie, avec une façon de penser qu'ils doivent aimer, qu'ils doivent respecter et qu'ils doivent accepter. C'est ça quand même le fond des choses. Et le sujet, il est central, central. Et je n'accepte pas qu'on condamne la France à la situation qui consiste à accepter n'importe quoi et à bafouer ce à quoi nous croyons le plus, ou à nous refermer complètement, alors que je sais très bien que les civilisations s'écroulent par la consanguinité et pas par le métissage. Il y a un autre chemin, qui est le chemin de l'ouverture et en même temps le chemin de l'identité française. D'ailleurs, à ceux qui contestent le mot identité, si on n'a pas une identité, bon, on n'a rien à partager.
Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Voilà, je voudrais vous poser une petite question au niveau de l'économie. En fait, aujourd'hui, il y a une certaine morosité et le chômage qui explose en France. Et je voudrais savoir quelle est ou sera votre vision politique, économique au niveau du pouvoir d'achat et de la fiscalité au niveau des particuliers. Voilà, parce qu'il y a une certaine apesanteur au niveau de la fiscalité aujourd'hui et une stagnation des salaires. Voilà, merci. Bon, tout à l'heure, j'en ai dit un mot. Je veux dire, dans cette affaire, il y a vraiment un premier problème qui n'est pas qu'un problème psychologique. Je sens monter une véritable révolte contre l'impôt. Voilà le résultat de 2 ans et demi de ce gouvernement. Ceux qui gagnent plus, c'est normal qu'ils paient plus d'impôts. Mais ils doivent être respectés. Ils doivent être considérés. On ne peut pas passer son temps à insulter ceux qui ne sont pas au chômage, ceux qui ne sont pas malades, ceux qui ne manquent pas leur boulot, ceux qui prennent des risques, ceux qui continuent à rester en France, ceux qui continuent à investir en France. Donc, je suis parfaitement conscient là aussi qu'on va avoir un choix extrêmement difficile parce qu'il va falloir faire un véritable choc le jour où nous reviendrons. Parce que nous n'avons plus le temps. On ne pourra pas se permettre d'étaler ça sur plusieurs années. Le choc, ça va être quoi? C'est de dégager des marges de manœuvre extrêmement rapidement, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Prenez l'affaire des agriculteurs, viticulteurs, fruits et légumes. Si nous continuons avec des charges sur ces territoires économiques où la main-d'œuvre est tellement importante, 30% plus élevée que les Espagnols, que les Italiens ou que les Allemands qui emploient des Européens de l'Est, pourquoi vouloir garder une agriculture si on ne les met pas en condition d'affronter la concurrence? Comment le justifier? Comment le décider? Comment faire en sorte 5 millions de demandeurs d'emploi, du jamais vu en France, 5 millions, plus de 5 millions. Si nous continuons à avoir comme seule religion que quand on crée un emploi, il faut être 4 fois polytechnicien pour comprendre le code du travail. En 10 ans, 1000 pages de plus. Et si nous continuons à additionner des réglementations, je crois qu'il va falloir y aller assez brutalement pour dire les choses et considérer que le code du travail ne contiendra que les droits fondamentaux des salariés et renvoyer tout le reste, c'est-à-dire les 2/3, à la discussion dans l'entreprise. Troisièmement, est-ce que c'est raisonnable de continuer à imaginer qu'on peut être la 5e puissance du monde et discuter avec des partenaires sociaux dont l'idéologie politique est plus importante que la volonté de défendre les intérêts des adhérents de leur centrale? Avec François Fillon, nous avions négocié, et d'ailleurs Éric Woerth, pour les retraites. Je vous demande simplement de réfléchir à ça. Toutes les organisations de salariés ont voté pour François Hollande. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent dire à leur mandant? Et comment voulez-vous que nous puissions établir un consensus alors qu'ils se comportaient plus en parti politique qu'en syndicat? Donc je poserai un débat très important. Est-ce qu'on doit garder les règles issues de 1945 sur la représentativité des organisations syndicales ou est-ce qu'on doit les changer? Je pense qu'on doit les changer. Il y a un moment où eux-mêmes doivent faire la preuve de leur représentativité dans les urnes et non pas simplement. On ne peut plus continuer comme cela. Ce n'est plus possible. Donc, monsieur, le choc qu'il faudra produire sera à la hauteur du défi qui nous sera adressé. Moi, je suis inquiet parce que je me demande comment la France peut continuer 2 ans et demi encore dans cette situation-là. 20 000 chômeurs de plus par mois, aucune perspective de s'en sortir, des violences qui montent. Et c'est une question qui est extrêmement grave, qui est posée très clairement à tous les républicains. Peut-être une ou deux dernières questions. Allez-y. Bonsoir,
Guillaume Jasberger, Sens commun, Bouches-du-Rhône. Donc nous organisons ici, là, sur votre... Ici, là, mais... Bonjour. Nous organisons le 15 novembre un meeting avec les 3 impétrants, donc ça a lieu à Paris, dans le 15e arrondissement, la salle s'appelle l'Equinox, le 15 novembre. Je voulais savoir qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre avec les candidats. Et enfin, deuxième question, vous êtes quelqu'un de très courageux, mais quand j'entends que vous êtes pour la réécriture de la loi Taubira, fermez les guillemets, ne croyez-vous pas que les militants sont en droit de connaître vos convictions et que ce genre de parole peut décrédibiliser un petit peu la vie politique telle qu'elle est comprise par d'autres? En vous remerciant. D'abord, merci pour la publicité pour la réunion. J'y serai. J'espère que vous n'avez jamais douté. Qu'est-ce que j'essaie de faire? D'abord, pourquoi faut-il une réécriture de la loi Taubira? Elle est absolument obligatoire depuis la décision de la Cour de cassation qui a indiqué que la même institution provoquerait les mêmes droits que l'on soit homosexuel ou hétérosexuel. Donc s'il y a bien quelqu'un qui ne peut pas me reprocher de vouloir la réécriture, c'est bien Sens commun, puisque la Cour de cassation, à la suite de la Cour européenne de justice, a fait un lien entre la filiation et le mariage. Il se trouve que je suis résolument opposé à la GPA, pas simplement pour les couples homosexuels, aussi pour les couples hétérosexuels. Donc la réécriture, je la demande pour cette raison-là. Et on dirait moi quand j'étais jeune. Je n'ai même pas fini la première réponse qui me dit « Eh oui, mais la suite ». Deuxièmement, j'essaie de rassembler toute la famille sur des positions qui sont très différentes. Je suis rentré dans la vie politique depuis 1 mois et on me demande de me prononcer sur tous les sujets avec autorité et définitivement. Comment, c'est pas déjà fait? Mais j'ai l'impression que je vous ai beaucoup manqué. Je dois, moi, répondre tout de suite sur tout. Mais je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas l'intention de tomber dans tous les pièges. Je ne veux pas que ma famille politique se caricature. Donc, il y aura réécriture de la loi Taubira. Je veux que l'on interdise la GPA pour tous les couples hétéros comme homos et la PMA pour les couples homosexuels, je veux dire les couples homosexuels féminins. En même temps que je vous dis ça, je vais vous dire autre chose. Si dans ma vie politique, on m'avait dit que je serais obligé à la tribune d'un meeting de parler de la sexualité, qui est pour moi une affaire profondément personnelle, je trouve qu'on est bien tombé bas et que le président de la République a eu grand tort de mettre ces sujets comme cela. C'est horrible. Pardon. Excusez-moi de dire ça. J'ai promis la franchise, je veux vous le dire. Mais je vais aller plus loin. La sexualité est quelque chose qu'on ne choisit pas. Reprocher à quelqu'un d'être homosexuel n'a aucun sens. Reprocher ou se vanter d'hétérosexuel, c'est une bêtise énorme. On est comme on est, on peut choisir d'assumer, de révéler, c'est un choix personnel. Mais c'est tellement intime qu'on était gêné de cette intrusion, de cette exploitation médiatique. Un jour, on vous demande de faire une interview dans une revue pour homosexuels. Mais excusez-moi, moi je parle à des citoyens, je ne parle pas à des hétérosexuels ou à des homosexuels, je parle à des citoyens français qui sont à égalité de droits et qui font ce qu'ils veulent de leur vie privée. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est horrible, cette intrusion systématique. Maintenant, vous ne pouvez pas voir une personne ou un débat sans qu'on vous parle de ça. Mais enfin, bon. Alors, sur le mariage, on prendra la responsabilité d'une position. Mais est-ce que vous ne pouvez pas attendre que je devienne président de la famille? Que je rassemble toutes les composantes de la famille pour essayer de trouver une position qui soit une position ferme et qui ne nous caricature pas les uns et les autres? Est-ce que ça ne vous suffit pas que tout le monde veuille prendre des postures? Et la posture du plus courageux et la posture du plus droit pour vous faire plaisir? Mais moi, je vais vous dire une chose, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour parler à tous les Français, à toute la France et à ma famille politique pour la rassembler sur une position intelligente. Voilà ce que je pense. Maintenant, rassurez-vous, vous me connaissez. La lâcheté n'est pas mon défaut premier. Mais encore une fois, quelle est ma crédibilité pour dire à chacun de faire un effort pour se rassembler? Si j'arrive et je dis voilà la vérité,
Maintenant, circuler, il n'y a plus rien à voir. Ma responsabilité, comprenez-le, n'est pas la même. Vous êtes sens commun, c'est bien, vous êtes une équipe de jeunes formidables. Mais moi, demain, si je suis président de la famille, je devrais être un symbole pour tout le monde, pas pour quelques-uns. La question n'est pas de savoir ce que je pense, mais la façon dont je pourrais incarner cette famille politique. J'en parlais avec Christian Jeannette juste avant. Moi, je revendiquerais, si je suis président, même le droit d'être minoritaire dans ma famille politique. Je veux qu'on retrouve l'envie d'être ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord sur tout. On doit garder des désaccords, et ce n'est pas un drame. Est-ce que vous partez en vacances avec des gens avec qui vous êtes d'accord sur la sécurité sociale, sur les impôts ou sur tout le reste? C'est ça la famille. Donc, je veux me garder cette marge de liberté qui permettra de faire la synthèse. Et n'ayez pas peur, je ne suis pas encore du côté des mous. Mais je ne veux pas la caricature de ma famille. Je vais prendre un autre exemple, parce que sur les 35 heures, on pourrait en parler aussi beaucoup. Je suis pour la liberté que chaque entreprise qui veut sortir des 35 heures puisse sortir des 35 heures. Mais je n'expliquerai pas au pays que s'il y a une crise économique, c'est parce qu'il y a des femmes et des hommes qui gagnent 1 200 € par mois. Je ne l'expliquerai pas parce que je ne le pense pas. Et que le problème pour moi n'est pas avec les gens qui travaillent, le problème est avec les gens qui ne travaillent pas. Donc je ne voudrais pas qu'on se focalise sur cette question en oubliant la racine du problème. Ce n'est pas le même sujet. Mais là aussi, comme ils auraient aimé, les observateurs, que mon retour soit synonyme, c'est-à-dire que je fasse l'inverse de M. Hollande, ou plutôt la même chose, il a instrumentalisé la question homosexuelle pour des raisons politiques, je devrais l'instrumentaliser dans l'autre sens. Je m'y refuse, parce que je ne veux pas blesser des gens qui peuvent parfaitement être avec nous. Ça ne veut pas dire que je ne défends pas la famille. J'y crois, je la défends de toutes mes forces. De la même façon, je suis tout à fait d'accord pour que le carcan des 35 heures, on le libère, mais je ne veux pas faire peser tout le débat politique sur le fait de savoir si les ouvriers gagnent trop parce qu'ils gagnent 1 250 € par mois. Alors qu'avec ça et 2 enfants, on ne peut pas vivre et qu'à la fin du mois, on est obligé de demander au patron de faire une avance sur le salaire du mois suivant parce qu'il n'y a rien pour vivre et faire tourner la famille. Je ne veux pas de cette caricature pour notre famille politique. Est-ce que je me fais comprendre, Richard? Est-ce que je suis d'accord? Certains de mes amis sont plus libéraux que moi. Mais on peut être d'accord là-dessus. Moi, je ne veux caricaturer personne. Mais je ne voudrais pas que, pour faire clair, la droite républicaine et le centre, nous donnions à la gauche la facilité de la propre caricature. On est tellement fantastique lorsqu'il s'agit de se caricaturer nous-mêmes. On leur donne un boulevard. Non, c'est trop grave. Je veux qu'on réfléchisse à tout ça ensemble. Maintenant, vous avez le droit de penser ce que vous pensez, moi aussi, mais je pense qu'on doit être habile aussi. On doit présenter les choses de manière à ce que personne ne se sente exclu de notre projet politique ou blessé par notre projet politique. Et pour moi, vous savez, je pense que depuis que l'homme est homme, la famille n'est pas un choix politique. Quand ils étaient 40, à l'époque de la grotte de Lascaux, 30 000 ans avant Jésus-Christ, il y avait 10 000 êtres humains sur un territoire grand comme l'Europe. Ils vivaient en famille. Ça ne s'appelait pas la famille, mais l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Je le sais bien. La famille, c'est quelque chose de très important. Il faut être tellement sectaire pour ne pas comprendre ça. Quand on présente la famille comme un choix bourgeois, comme un choix conservateur ou comme un choix de droite, c'est ne rien comprendre. La famille, ce n'est pas un choix, c'est un besoin, c'est une nécessité. Parce que devant le mystère de la vie et la peur de la mort, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. La famille, dans les coups durs, c'est tellement extraordinaire. Donc oui, on sera les défenseurs de l'idée de la famille, mais sans caricature et sans rejeter qui que ce soit. Allez, une dernière question, si vous le voulez bien. Oui. Je voudrais poser une question sur l'agriculture. Président, une question sur l'agriculture que vous avez toujours défendue. Mais comment imaginez-vous la prospérité des agriculteurs en ne faisant que 35 heures? Bien entendu, ils en font plus que ça. Ce sont des gens et une corporation qui a commencé par le marché commun. Ça a été les premiers à marcher vers l'Europe. Et aujourd'hui, il y a 400 agriculteurs par an qui se suicident. Vous savez pourquoi? À cause de l'Europe qui empile des papiers. Vous en avez parlé, mais que ferez-vous pour l'agriculture? Comment vous y prendrez-vous? Bon.
qu'il y ait des agriculteurs qui se suicident, c'est vrai. Un mot quand même pour dire une chose. Sans l'Europe, il n'y aurait plus d'agriculture. Mais qu'est-ce qui s'est passé et quelle fut l'erreur originelle? L'erreur originelle, c'est quand on a refusé aux agriculteurs de donner un prix à ce qu'ils produisaient. Les agriculteurs ne sont pas des cantonniers, ne sont pas des jardiniers. Ce sont des producteurs qui doivent être payés pour ce qu'ils savent faire. On leur a expliqué que les prix, ce n'était pas important parce qu'ils seraient compensés par des subventions. Avec les subventions sont arrivés les formulaires. Puis quand il n'y a plus eu d'argent, on a diminué les subventions et les prix n'ont pas remonté. Pour moi, c'est clair. Un agriculteur doit vivre de ce qu'il sait faire. Il doit avoir un prix payé pour ce qu'il produit. Et on doit monter un système de régulation pour faire face aux crises climatiques. Il se trouve que depuis 2 ans, il n'y a pas de crise climatique, que les stocks sont pleins et que les prix baissent. Le système n'est pas un système de protection, mais un système de régulation. Et pour nos agriculteurs, la question centrale, c'est celle de la baisse des charges. Parce que le jour où vous baissez les charges, ils peuvent être alors à armes égales avec leurs voisins européens et leurs concurrents internationaux. L'agriculture, vous savez, ce n'est pas le pain et la baguette, c'est un secteur de pointe. C'est avec l'aéronautique le secteur qui produit le plus d'excédents commerciaux pour la France. On ne doit pas traiter les agriculteurs comme une espèce en voie de disparition, mais comme un lieu stratégique pour l'économie française, qui doit bénéficier du même soutien, de la même attention que les secteurs technologiquement les plus avancés. Mes chers amis, je vais devoir me retirer. C'est parce que je vais vous dire, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sinon, je vais rater le dernier avion. Bon. Mais j'ai une chose à vous dire encore. On refera des débats de cette nature. Mais je veux que vous entendiez une chose. J'ai compris votre attente. Je sais l'ampleur de la déception. Je sais l'ampleur de l'inquiétude. Avec l'équipe qui m'entoure, on va tout faire pour être à la hauteur de votre confiance. Ah, je veux que vous le sachiez, ça. On va tout faire pour que vous soyez fiers de nous. On va tout faire pour que quand vous disiez on est membre de cette famille, ça soit la tête haute, pas la tête basse. Mais mes chers amis, le succès, la force, c'est pas moi, c'est vous. Cela, ne l'oubliez pas.